Aujourd'hui, à Meurtre et Popcorn, le film It, ça, de Stephen King, inspiré par l'un des plus prolifiques tueurs en série de l'histoire américaine, John Wayne Gacy. Et là, lui, il s'en va dans une autre pièce, puis il revient habillé en clown. Moi, c'est mon Déjà pire là. fucking cauchemar déjà là. C'est un clown qui te fait ça. C'est comme, faut que tu meurs, t'as pas le choix. Ben, ça doit être la pire mort possible. non. Honnêtement, là, tu sais, je veux dire, God. puis je peux pas croire à ça. Bienvenue à Meurtre et Popcorn. C'est un podcast de True Crime où on se rend compte que souvent, la réalité dépasse la fiction. C'est un peu ça le concept du show, Annick. Vraiment. Et ça fait longtemps que je veux faire ça. Je trouve ça tellement intéressant parce que moi, quand je regarde, mettons, un true crime ou un film puis qui est inspiré de un ou l'autre, j'ai tout le temps le goût d'aller chercher ça vient de où, c'était qui, c'était quoi sa famille, tu sais, puis de décortiquer l'histoire en arrière de tout ça. Puis moi, j'aime ça, le fait qu'on peut aller voir d'autres informations qu'on n'a pas eues, mettons, dans un film, tu sais, dans une fiction. Je trouve ça intéressant d'aller voir de où ça vient, tu sais. Puis malgré le fait que ce soit des films d'horreur, c'est que souvent on se rend compte que les histoires véritables sont tellement élevées qu'ils ont un peu, en bon français, downgradé ça pour le film. T'sais, ils ont enlevé des éléments parce que c'était trop élevé et trop hard. Et nous, on est ici, dans le fond, pour vous mentionner les éléments qui ont été enlevés. On va les tout éléments vous dire qu'est-ce qui est élevé. C'est ça. Tout ce qui était trop hard pour mettre à l'écran. Ouais, c'est ça. Puis je trouve ça tellement cool parce que, justement, on a accès à toutes ces informations-là maintenant, puis il y a plein de choses je pense que vous allez apprendre parce que nous autres, on en a appris pas mal. Oui, beaucoup. On a des gros dossiers de recherche. Écoute, même que on se perd là-dedans. Fait qu'on va essayer de vous livrer le plus d'informations adéquates possible. Puis on veut remercier notre recherchiste, Marie-Christine Huard, qui a fait une job de recherchiste hallucinante, qu'on a tellement de stock que j'espère qu'on va être capable de tout dire. Mais c'est avant tout, ça va être des belles surprises, je pense. Et ça part du fait qu'on s'est rendu compte tous les deux, et si vous regardez ça, vous pouvez pas nous juger, ou si vous écoutez ça, qu'on a une fascination pour les films d'horreur et les tueurs en série. Bon, alors vous pouvez pas nous juger parce que si vous intéressez à ce podcast-là, c'est que vous aussi, vous avez cette fascination morbide-là. Mais je pense qu'on est beaucoup à avoir cette fascination-là, puis cette passion-là. Puis, tu sais, moi, j'aime ça, essayer de comprendre la psychologie en arrière de ça. Tu sais, en arrière des meurtres qui se sont passés, des kidnappings, je me dis, mais d'où ça vient? Ça vient tout de quelque part. Puis j'ai regardé beaucoup de documentaires, j'ai regardé beaucoup de documentaires aussi sur des psychologues, des psychiatres qui ont fait des études là-dessus, puis c'est super intéressant, tu sais, parce que ça vient tout de quelque part. Ça arrive pas, boum, je suis serial killer une journée, puis let's go, on va tuer du monde. Non. Et notre cas d'aujourd'hui, ce n'est vraiment, écoute, c'est vraiment pas le moindre. On parle, en fait, du tueur en série qui a le plus de victimes attribuées. Ça veut pas dire que c'est celui qui en a tué le plus, mais c'est celui où on a pu vraiment lui attribuer le plus de meurtres. Et on peut le nommer tout de suite, c'est John Wayne Gacy. Mais en fait, tout part des clowns. John Wayne Gacy est aussi connu sous le nom de clown tueur ou killer clown. Ce tueur en série sadique est né le 17 mars 1942. Il va violer et tuer 33 garçons et jeunes hommes entre 1972 et 1978 à Chicago, en Illinois. Les clowns, je sais pas ce que tu penses. Moi, j'ai peur des clowns dans la vie. C'est depuis mon enfance que je trippe pas quand il y a un clown qui est là. En fait, je sais pas s'il y a encore des gens qui trippent sur les clowns. Ben, moi, sérieusement, les clowns, j'ai jamais compris. Hey, on va engager un clown aujourd'hui pour notre fête d'enfant. Puis c'est un genre de bonhomme dans cinquantaine, déguisé en clown tout croche. Puis tu te dis, mais d'où vient cette idée-là de payer un clown à venir faire peur aux enfants? Non, mais moi, si, admettons que ma mère ou mon père m'avait payé ça, je pense que j'aurais été traumatisée.
Puis il y a une chance qu'ils n'ont pas fait ça parce que c'est quelque chose qui me fait peur. Même Ronald McDonald, là, le clown, d'ailleurs, on le voit de moins en moins. Là, ben heureusement. Parce que moi, il me faisait peur. Genre, il n'aurait pas fallu qu'il arrive à un moment donné d'un McDo quand j'étais petite, parce que j'aurais probablement pu manger de McDo. Ben, peut-être ça aurait été une bonne affaire. Bon, puis là, si vous pratiquez le métier de clown, puis vous êtes à l'écoute, puis que ça vous offusque, on est vraiment désolé, mais nous, on n'aime pas ça. Fait que ça, c'est dit en partant. Et ça a un nom, c'est la coulrophobie. Ça, c'est la peur des clowns. Fait qu'on va commencer, dans le fond, en jasant de deux films. En fait, il y a une télésérie et un film. Ça porte sur le même sujet, en fait, sur le même livre. En fait, c'est Stephen King qui a écrit It, ou Ça en français. Il y a une télésérie dans les années, en 1990, qui a été assez marquante. Et il y a eu, évidemment, deux films. Le premier, en 2017, qui reprenait cette idée d'un genre de clown diabolique qui s'en prend uniquement aux enfants et qui est un personnage, dans le fond, qui n'existe pas pour vrai, là, mais qui apparaît dans les égouts et tout ça. Moi, j'ai préféré, c'est bizarre, j'ai préféré la télésérie au film. Je me souviens que si, admettons que j'allais en ville, à Montréal, puis qu'il y avait des égouts, que tu voyais la trappe d'égout, j'étais sûre qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un clown là. J'étais traumatisée bien raide. Puis Jaws m'avait fait ça un peu, genre avec les requins, puis d'aller me baigner dans la mer. Mais It m'a vraiment traumatisée. Puis l'histoire en arrière de ça, comment Stephen King a écrit l'histoire, je trouve ça bien intéressant aussi, qui est sur ses propres peurs à lui. Oui, parce que lui-même souffre de, je vais bien dire, de coulrophobie. Donc, lui-même a peur des clowns. Puis ce qu'il a déclaré en entrevue, c'est que, évidemment, il se base sur ses propres peurs, d'abord pour écrire les livres, sur les peurs aussi des enfants. Et là-dessus, je pense que puis pour avoir lu tous ses livres, je pense que c'est un des plus efficaces au niveau de tu lis ce livre-là, puis tu te sens pas bien. Là. C'est vraiment un livre à vie. Oui, puis moi, j'ai lu le livre en premier, puis après ça, j'ai vu la télésérie, puis on dirait que là, je voyais toutes les images que je m'étais faites dans ma tête, mais en film, puis tu sais, c'était pire. Parce que le clown, moi, je trouve... Le vieux clown là, des années, c'est quoi? 90. Oui, c'est ça, 90. Je le trouve tellement épeurant. Puis là, c'est ça. Tu sais, c'est comme... Il y en a probablement qui ont aimé beaucoup le It, le dernier, là, les deux derniers qui sont sortis. Puis moi, je pense que, tu sais, oui, ils sont vraiment impressionnants. Tu sais, le clown est très impressionnant, la production, la réalisation du film, puis tout. Mais moi, il y a quelque chose dans les films tournés plus vieux, peut-être dans les années 80-90, qui a un genre d'élément brut qui fait que c'est plus épeurant. Tu sais, moi, je trouve, en tout cas, c'est plus épeurant. Il y a moins d'effets spéciaux, mais c'est peut-être justement... Puis l'image est moins léchée. Tu sais, je veux dire, c'est pas toute une perfection à chaque frame de seconde, tu sais. Là, tu sais, c'est... Puis je sais pas, je trouvais que ça fitait vraiment bien avec ce que Stephen King avait écrit. Stephen King a écrit ce livre-là. En fait, il a commencé à l'écrire en 1981. Faut dire que John Wayne Gacy, dont on va vous parler un peu plus tard, lui, venait juste... En fait, il a été arrêté en 78, en même temps que Stephen King a eu l'idée d'écrire le livre. Stephen King l'a terminé en 85, ce livre-là. Oui, mais il a eu l'idée en 78. Oui. Puis Gacy s'est fait arrêté en 78. Oui. Drôle de coïncidence, là, quand même. Et tout à fait. Puis ça doit avoir été partout aux nouvelles. Dans les années 70, 70, genre un tueur en série qui se déguise en clown, je veux dire, on en parle. Oui. Surtout qu'il y en a tué quelques-uns. 33 victimes donc qui ont été attribuées à John Wayne Gacy. Stephen King n'a jamais nommé Gacy comme tel, comme influence pour It. Il a parlé vraiment de Ronald McDonald, entre autres. Il a dit que c'était ça vraiment la base. Mais il faut dire une chose sur Stephen King qui est quand même pertinente à raconter, c'est que moi, j'ai lu 2 de ses biographies et Stephen King, dans ces années-là, ne se souvient pas d'avoir écrit It. Il ne se souvient pas d'avoir écrit le livre Les Tommyknockers. Parce qu'il y a plein de livres. En fait, si tu prends ces livres entre justement 78 et la fin des années 80, fait que ça inclut Misery aussi, là, ça inclut en fait parmi ses meilleurs livres, sinon ses meilleurs livres, il n'y a aucune mémoire de les avoir écrits parce que Stephen King consommait énormément de cocaïne et était un alcoolique fini. Alors, il écrivait toujours sous l'influence. Et donc, il était comme dans une autre personnalité un peu pour écrire. Puis, ben d'ailleurs, là, on pourrait en reparler dans un autre podcast, mais il y a beaucoup de ces livres qui ont rapport avec ça. The Shining, c'est l'idée d'être isolé. La neige autour, ben, ça représente la côte. Même chose dans Misery, c'est la même chose. Tempête de neige. Fait qu'il y a
il a souvent transmis ça dans ses livres, mais bref, il ne se souvient pas de les avoir écrits. Fait que lui, ça a pris, écoute, là, c'est beaucoup de temps. Là, il est lu en 78, il a commencé à l'écrire en 81, 4 ans de sa vie, puis il ne se souvient pas de ça. Le personnage de Pennywise dans It et John Wayne Gacy ont plusieurs points en commun. Ils s'en prennent à des enfants déguisés en clowns pour cacher leur nature meurtrière. Le repère de Pennywise est dans les égouts, alors que John Wayne Gacy enterre ses victimes sous sa maison dans le vide sanitaire. On fait souvent référence à une odeur insupportable de putréfaction dans It, exactement comme dans la maison où vivait John Wayne Gacy. De son côté, Pennywise amène toutes ses victimes au même endroit, où il les laisse flotter, empilées les unes sur les autres, comme Gacy a empilé les corps de ses victimes sous sa maison, flottant dans l'eau. Moi, c'est ses emplois, là. Sa liste d'emplois, il faut qu'on les nomme, là, parce que... Puis ça, c'est un point en commun que je vois avec beaucoup de tueurs en série, c'est que, tu sais, ils ont un côté calculé dans leur affaire. Pas tout le temps, mais tu sais, je veux dire, regarde, je vais t'énumérer les jobs qu'il a fait, là. Oui. Capitaine adjoint de circonscription pour un candidat local du Parti démocrate. À 18 ans, il faisait ça. Ouais. Après ça, il a été ambulancier à Las Vegas. Préposé à la morgue à Las Vegas. Mais ça, c'est intéressant parce qu'ambulancier, tu deals avec des gens qui sont décédés. Ça va, ouais, ben pas tout le temps, là, mais, ça arrive, mais ça. oui. Là, tu travailles à la morgue après ça. Ouais. Puis il y avait un intérêt là, pour ça. Et à la morgue, il faut dire que il a même des fois dormi à la morgue dans une pièce pas loin des morts. Puis tu sais comme... Ben, c'est même pire que ça. C'est qu'en même temps, à un moment donné, c'est dans les documents, il était à la morgue, puis il y a un adolescent qui est décédé. Oui, c'est vrai. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il sort le corps de l'adolescent, il se couche, et il met l'adolescent par-dessus lui. Puis c'est comme une des premières fois qu'il se rend compte que ça l'excite. Et il est comme troublé par ça. Ouais. Mais il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas, là. Ben oui. Ensuite, il a été vice-président des JC's, the United States Junior Chamber. Ça, c'est vraiment de Springfield, en Illinois. C'était un club d'hommes américains où régnaient les échanges de couples, la prostitution, la pornographie et la drogue. Là, on parle d'années où, justement, admettons, la pornographie, c'était pas disponible comme celle-là aujourd'hui. Il fallait vraiment que tu trouves ce qu'ils appelaient des stag films. Des stag films, c'est des films sur, vraiment sur pellicule. Là. Fallait que tu aies un projecteur, tout ça. Et là, il a enrôlé et organisé des orgies avec des prostituées dans des hôtels. Et là, il enrôlait des nouveaux membres à chaque fois. Et c'était comme une genre de société secrète de gens qui avaient différents intérêts, disons, particuliers. Tu sais, mettons, on voit plus ça aujourd'hui. À cette époque-là, c'était on voit extrêmement... plus ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu faisais? On voit plus ça aujourd'hui dans le sens que, tu sais, les clubs libertins, tout ça, c'est plus... Mais là, ça allait au-delà de ça. On parle de prostitution, drogue, tout ça. C'est ça. Et puis... il s'en prenait tout le temps à des fugueurs et à des prostituées. Hein? On dirait qu'il était tout le temps dans ce total-là. Oui. Ensuite, clown. Oui. C'est là qu'il a décidé d'être clown. Et son nom? Son nom, c'est Pogo le clown. Écoute, engagerais-tu Pogo le clown? Jamais. Puis surtout... Écoute, avec les photos, tu sais, pour les gens à l'écoute, vous irez googler John Wayne Gacy pour les gens qui regardent. Ces photos de clown, je veux dire, sont absolument terrifiantes. Ouais, je veux dire, c'est vraiment... tu veux pas cette personne-là proche d'un enfant. Non. Tu veux pas cette personne-là même proche d'un adulte, à la limite. Vraiment pas. Puis tu sais, t'as parlé du fait qu'il est impliqué au départ au Parti démocrate. Lui, il organisait des barbecues thématiques chez lui. Il peut recevoir jusqu'à 300 invités du monde politique, tu sais, des gens de la haute société. Et il faisait des barbecues et pendant ce temps-là, t'as des corps enterrés en dessous de sa maison, puis t'as un corps enterré en dessous de son barbecue. Et oui. Fait que c'est comme un genre d'ego trip ou de power trip, c'est clair. Mais c'est souvent ça avec les tueurs en série. Ils ont besoin, c'est une adrénaline qu'ils vont chercher. Lui, là, imagine, il fait ses saucisses sur le barbecue, là. Il est avec des politiciens et il sait qu'il a enterré du monde, là. Ouais. Ah! Moi, c'est comme... Tu sais, je pense juste à ça, puis je me dis... Tu sais, ces politiciens-là, là, quand ils ont été pognés, puis ils se disent, j'étais chez eux à un barbecue et il y avait des morts en dessous de moi. Tu sais, c'est comme... Puis on sait très bien qu'il a enterré 29 morts chez eux en dedans. Puis dehors, ben là, il n'y avait plus de place à un moment donné. Oui, il a manqué de place. Il a manqué de place dans sa maison. Et il l'a dit lui-même en confession. Il dit, ben j'ai manqué de place. Fait que j'ai été droppé des corps dans la rivière, puis j'en ai enterré un peu dehors. Mais puis ensuite, je reviens, on fait du coq à l'âne, mais c'est pas grave, c'est ça les podcasts. Il était clown. Et ensuite, entrepreneur,
compagnie PDM, Painting, Decorating, Maintenance. Mais ça, c'est ça. Mais c'est un trait de plusieurs tueurs en série de vouloir entrer chez le monde. Tu rentres chez les gens. C'est ça. Et là, ben, t'arrives avec, on va en voir avec d'autres, là, mais t'arrives puis tu dis, ben, je viens peinturer, nanana. Là, tu rentres, tu peux tout observer comment c'est, qui habite là, et tu visualises qu'est-ce qui peut venir après, tu sais. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant, moi, je trouve, de voir leur parcours à quelque part de ça. Puis moi, c'est pas pour les glorifier que je fais ça. Puis quand je regarde, j'essaye de comprendre d'où ça vient. Mm-hmm. Et là, je vais venir au fait que leur enfance est 98% du temps fucké. Gacy vient d'une famille que son père était alcoolique, violent. Il l'a tabassé. Il était le seul, en fait, il y avait 2 sœurs. Il était le seul garçon. Son père a tout le temps dit, tu feras jamais rien, tu vas finir homosexuel, blablabla. Puis on sait bien, tu fais du jardinage avec ta mère, t'es proche de ta mère, puis t'aimes cuisiner avec ta mère, fait que t'es pas un vrai gars. Fait qu'il a tout le temps eu besoin de se prouver à son père. Ouais. Fait que c'est ça. Puis en même temps, ben, il y avait la violence verbale, la violence physique. Il a été agressé sexuellement. Il nie en confession, mais on voit dans des documentaires qu'il a été agressé, probablement dans les alentours de 6 ans. Et ensuite, lui, avec un autre garçon à 7 ans, ont commencé à agresser une fille. Et là, son père l'a pogné à faire ça et l'a battu. Fait que tu sais, tu vois que quand tu creuses puis tu t'en vas dans l'enfance, il y a des choses qui se sont passées, que il y a des blessures, il était pas outillé peut-être John Wayne Gacy à vivre avec la réalité de la vie comme ça autant qu'une personne normale, tu sais, mais ça vient quand même de quelque part. Tu sais, il y a pas une enfance parfaite là, tu sais, c'est une enfance rough. Puis en même temps, je sais pas, tu sais, je veux dire, je suis pas psychiatre, mais y a-tu quand même un gène à la base? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des enfants stuff puis qui ne deviennent pas des tueurs en série. Exactement. Mais lui, bon, il a une enfant stuff, je comprends, puis c'est bien dommage, mais ce qu'il a fait après, c'est hallucinant. Là. Mais j'ai regardé un documentaire qui, je pense, c'est Inside the Criminal Minds sur Netflix, qui essaye d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des tueurs en série. Ils ont pris des cerveaux de tueurs en série, fait des études selon, admettons, un cerveau normal. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Puis ça, on en reviendra plus tard, mais il y a des différences avec un cerveau normal, tu sais. Il a été accusé en fait d'agression sexuelle en 67-68. Ouais. Ça a commencé comme ça. 2 garçons d'âge secondaire qui ont porté plainte contre lui, qui ont raconté qu'il leur avait donné de l'alcool. Ils les avaient forcés à regarder des films porno. Ouais. Il avait initié des contacts sexuels. L'un d'eux a mentionné que Gacy avait essayé de l'étrangler. Ça va revenir évidemment plus tard. Ouais. Après ça, en 67, il y en a une autre, agression de Donald Voorhees. Il y a 25 ans à ce moment-là, il agresse l'adolescent de 15 ans. C'est le fils d'un politicien et un membre du club JC dont on a parlé. Tu vois? Les beaux tatas, là. C'est ça, les spéciaux. Alors, il l'a attiré chez lui. Il lui a promis de lui montrer ce qu'on appelait des stag films. On a parlé tantôt, donc des films porno, mais que tu devais te procurer sur le marché noir. Là. Ouais. C'était pas disponible comme ça. C'est un film porno hétérosexuel. Puis là, bon, il l'a poussé à boire de l'alcool. Il regarde le film. Ils ont une relation sexuelle orale qu'on dit mutuelle. Et là, Gacy lui dit, tu vois, avoir du sexe avec un homme, c'est comme avoir du sexe avec une femme, c'est pareil. Et là, il a abusé après ça de plein d'autres jeunes adolescents. Écoute, il a même insisté, parce que c'est ça, les tueurs en série, souvent, souvent, quasiment tout le temps, ont clairement une double vie, là, parce qu'ils sont pas ouvertement des tueurs en série. Fait qu'il était marié. Il était marié, ouais. Fait qu'il a forcé un des ados à avoir une relation sexuelle avec sa propre femme. Fait qu'elle, là-dedans, je sais pas comment elle a vécu ça, ou comment elle a accepté ça. Là. Ouais. Mais ils ont un autre gros point en commun, les tueurs en série, ils ont toute une déviance sexuelle. Il y a tout quelque chose qui marche pas à ce niveau-là. Là. Mais c'est ça, comme tu dis, qui force l'adolescent, genre, avec sa femme, c'est un peu weird, on s'entend. Puis, il y a aussi, le rope trick, là, qui révèle, genre, dans une confession... une fois chez lui, c'est ça, il faisait boire ses victimes, leur montrait des trucs de clown. Ça, c'est hallucinant. Parce que là, imagine, là, tu te fais attirer chez quelqu'un et là, il te séquestre. Donc, là, carrément, t'es attaché, tu peux plus sortir. Là. Et là, lui, il s'en va dans une autre pièce, puis il revient habillé en clown. Moi, c'est mon pire fucking cauchemar déjà là. Ça va vraiment pas bien. Puis là, il dit à la personne, « Hey,
check bien ça, j'ai des menottes, je vais te montrer un truc que nous, puis je sais pas s'il y a une voix de clown, mais moi, j'imagine que oui. Ah, là, et là, je vais te montrer un truc de clown. Puis là, c'est ça. Là, lui, il fait un truc avec des menottes où il s'attache, puis là, il se défait des menottes, et il fait, ah, tu vois, regarde, c'est ça, un truc de clown. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ben là, après ça, il fait le même truc au gars, il met les menottes. Exactement. Puis après ça, les victimes étaient ensuite torturées, violées. Pour les tuer, il passait une corde autour du cou, faisait des nœuds, insérait entre les nœuds un bout de bois ou le manche d'un marteau, par exemple, puis il tournait jusqu'à temps que la victime perde connaissance ou meure. Hey, c'est trash, là. Tu sais, je veux dire, c'est... Mais c'est pour ça qu'on disait, par rapport tout ça en clown, là. Tout ça en clown. C'est un clown qui te fait ça. C'est comme, faut que tu meurs, t'as pas le choix. Ben, ça doit être la pire mort possible. Honnêtement, là, tu sais, je veux dire, je ris pas du tout, c'est juste que je m'imagine la scène, puis je peux pas croire à ça. Not in general. Catch his sense of humor. Shoelaces, huh? You're in trouble now. Aren't you afraid sitting that close to me? What the hell? Oh, this is too long. You don't need it this long. Okay. I had a rosary, which I carried in my pocket. I've always carried a rosary. It was my communion rosary. They said, well, what kind of a knot do you use? I said, what do you mean knot? When I tie things up? I says, depending on what I'm using it for, I said, the only thing I ever learned from Boy Scouts is a tourniquet knot. He said, well, show us what that is. So I took, at that time, and again, it's together, but in order to demonstrate it here, I took the rosary and I said, well, here, you put it around. This is hard trying to do this. Why don't you put your hand out? Okay, here. What I told him, I said, here, all you do is you wrap it around, you put one knot in it. And I said, then you put a second knot in it. Okay? Mm-hmm. I said, then you take a stick and stick it in here, and you just turn this. And I said, it causes a tourniquet. I said, that's the only knot I ever learned. Precisely the kind of knot found on the ropes wrapped around the necks of the victims found under the house on Summerdale. Et, tu sais, le système l'a échappé, John Wayne Gacy. Puis aux États-Unis, oui, c'est quand même plus rare. Au Québec, ça arrive tout le temps. Ouais. Parce que, c'est bon, on ne rentrera pas là-dedans, mais parce qu'il a été condamné, tu sais, on parlait tantôt du fils du politicien là, qui avait amené chez eux. Il a été condamné pour sodomie. À l'époque, tu peux être condamné pour sodomie à 10 ans de prison. Pour le dissuader de s'attaquer à des jeunes garçons, parce qu'il était quand même mineur. Là, sa femme a compris le message, puis elle l'a divorcé à ce moment-là. Ouais. Et elle ne le reverra jamais. En 68. La garde exclusive des enfants, parce que oui, aussi, il y a des enfants, ça, c'est super. C'est hallucinant. Mais ils l'ont libéré 18 mois plus tard. Ouais. Puis si elle n'avait pas libéré à ce moment-là, si elle avait fait ses 10 ans de prison, ça aurait peut-être changé l'histoire au grand complet. Mais là, ce que ça a fait, c'est que, ben c'est ça. Ça a dérapé avec ce que tu as raconté. 33, ben ça c'est ce qu'on sait, mais 33 meurtres confirmés. Là. C'est Et là, il est hallucinant. parti. Gacy est libéré sous parole pour bonne conduite, après 18 mois. Oui, bonne conduite. Et il décide de déménager avec sa maman dans le coin de Chicago. Ben oui. Et là, ben, la chaîne débarque à partir de 72, je pense. Oui, la peine de mort a été levée en 72 et c'est dans un jugement, évidemment, de la Cour suprême en Illinois. Et donc, à ce moment-là, ce qu'il a voulu faire plus tard, c'est changer son histoire pour éviter la peine de mort. Finalement, il a été exécuté, John Wayne Gacy. Ouais. Fait qu'il n'a pas tout le temps donné la même version de ces choses-là. Il a gagné 10 ans, genre, ou c'est... Oui, il a essayé, c'est ça, mais je veux dire, ça a fonctionné un bout, mais finalement, il a été exécuté en 94, puis c'est tout. Et c'est étrange, tout ça, parce que, bon, il n'a jamais voulu admettre, entre autres, qu'il était, il était pas homosexuel. Là, non, ça, c'est important. Là. Il disait qu'il était bisexuel, puis tout ça. Puis toute la sexualité occupe une place importante là-dedans. C'est parce que c'était pas bien vu être homosexuel dans les années 70-80. C'est un clown tueur en série. Oui, mais c'est ça qui est capoté. C'est comme, je pense que tu peux... C'est correct, là. Il est interrogé au poste de police parce qu'il évidemment, il a laissé partir une des victimes. Donc, il est interrogé au poste de police le 13 décembre 1978. Après avoir refusé, il finit par remettre les clés de sa maison. Les enquêteurs trouvent un reçu là-bas de développement de photos. Écoute, ils soumettent Gacy à une surveillance 24 heures sur 24. Ça le rend agressif, évidemment, et nerveux. On peut le comprendre. Après une semaine de surveillance, Gacy se rend en état d'ébriété chez son avocat et lui avoue à ce moment-là avoir torturé, violé et tué au moins 30 jeunes hommes. T'as-tu pensé? 30. T'as-tu pensé, genre, l'avocat? Ben, l'avocat, c'est ça, oui. Tu sais, John Wayne Gacy débarque dans ton bureau puis il dit « Hey, j'ai tué... Ouais. Puis là, il est recherché puis tout, là. Puis même l'avocat
a appelé la police pour dire, là, lui, vous ne le laissez pas partir. Non, là. c'est clair. Puis en fait, il a dérogé à son rôle d'avocat rendu là parce que c'est le secret professionnel, tout ça, mais là, ça l'a tellement choqué, puis évidemment, c'était tellement gros qu'il a appelé la police. Il s'est fait arrêter pour possession et trafic de drogue au départ, parce qu'il a passé, en fait, il était dans une station-service, puis il y avait du pot sur lui. Là, il est amené au poste de police, et c'est là qu'il y a eu une fouille de sa maison, et c'est là qu'ils ont tout trouvé. Ouais. C'est ça. Ça a Puis pris, là, on peut ça, voir, pour ceux qui nous écoutent en audio, vous irez chercher les informations, mais les policiers, quand ils arrivent puis qui débarquent dans la maison et qui commencent à trouver les morts, parce que là, il avait tout fait un plan qu'on a ici. Oui, il y a un plan de la maison, c'est ça. En fait, il a tout dessiné le plan pour la police pour expliquer où étaient tous ses corps, puis c'est assez dégueulasse. Il a fait son plan. Fait que les policiers, là, quand ils sont arrivés, apparemment qu'il y avait de l'eau dans la cave aussi, dans le... Oui, c'est ça. Et ça sentait le iode. Fait qu'ils sont obligés d'aller dans l'eau, puis ils sont dans l'eau, ils pognent des os, et là, ça commence, et on a le numéro. Là, tu sais, là, ils identifient par... OK, on a le corps numéro 1 qui était... Ils les identifient tous après. Mais t'as-tu pensé? T'en découvres 29, là. Les policiers qui sont dans la cave, là, puis qui sont en train de fouiller. Là. Puis tu sais, une cave, juste une cave normale, là, qui est humide, puis qui a de l'eau un peu, ça sent mauvais. Pas très bon. C'est horrible. Fait qu'imagine, avec 29 corps qui se sont décomposés là, ça doit être dégueulasse. Et à quelque part, écoute, il a été chanceux que ça n'arrive pas avant, parce que, je veux dire, ça faisait des années que c'était là. Non seulement ça, mais comme on l'a dit, il faisait des barbecues chez eux, il invitait des gens. Puis il y a d'autres témoins, à un moment donné, qui ont relevé des odeurs, puis lui donnaient toujours des excuses. Ah, c'était l'affaire. Oui, c'est ça. Il y avait tout une excuse... peu importe, c'est comme si j'ai un problème de plomberie. Ma fosse septique va mal. Ouais, mais exact. tu peux pas justifier une odeur comme ça. Parce qu'à un moment donné, c'est ça. Là. Et là, ce qui est la fin de l'histoire, qui est tout aussi épouvantable, c'est lui en prison. Ce qu'il fait quand il est rendu en prison. John Wayne Gacy se met, entre autres, à peindre. À peindre des toiles. Pour les gens qui nous regardent en vidéo, on va vous en montrer quelques-unes. Vous allez voir, c'est toutes des toiles, évidemment, qui comportent des clowns. Sinon, on vous invite à aller googler John Wayne Gacy et toile, ou en tout cas peinture, peu importe. Et il se met à vendre ces toiles-là de la prison. Puis il y a des gens qui ont un intérêt morbide pour ça. Alors, il les vend, là, puis il fait de l'argent avec ça. Il fait de l'argent avec des toiles qu'il peint. Mais c'est sûr. Hallucinant. Non, mais c'est sûr, Seb, que ça arrive parce que il y a des groupies de serial killer. Oui. Puis ça, un moment donné, je veux faire un épisode là-dessus. Moi, je comprends pas le concept, là, que t'achètes des toiles d'un tueur en série qui a tué 33 jeunes garçons. Puis là, tu vas dire, ben oui, moi, t'as acheté une toile, mon grand. Tu sais, c'est comme, c'est tellement weird, tu sais, puis que les gens encouragent ça que... Puis il dessinait deux choses, en fait, des clowns et les 7 nains de Disney. Oui, ça, c'est bizarre. Pourquoi il faisait ça? Ben, je pense que c'est un gars particulier. Puis autre truc qu'il a fait... autre truc qu'il a fait en prison, puis ça, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de liberté. Ça pourrait pas se faire ici, au Québec ou au Canada. Il a lancé une ligne téléphonique payante. Ah, ça, oui. Ça coûtait 1,99. Oui. Ouais. Pour permettre d'écouter une entrevue enregistrée où il répondait à des questions à propos de ses meurtres. Fait qu'il y a des gens qui appelaient, puis lui faisait de l'argent. Il faisait de l'argent avec ça. Alors, après toutes ces frasques-là en prison, les toiles, la ligne téléphonique, tout ça, à un moment donné, il y a quand même une date d'exécution. Alors, c'est arrivé le 10 mai 1994. Les proches de 23 des victimes étaient présentes. Ça a été évidemment par injection létale. On a quand même emporté son corps à l'hôpital pour extraire son cerveau et faire des analyses. Mais aucune ils ont noté aucune différence biologique au niveau du cerveau pour expliquer ses gestes, parce que tu cherches tout le temps, y a-tu quelque chose dans la tête d'un tueur en série qui est pas... mais souvent, il y en a. Souvent, c'est la partie frontale du cerveau qui est différente, qui a un espace différent. Et là, c'est très étrange que dans lui, ils n'ont pas trouvé. Mais... Puis à l'extérieur de la prison, c'était un cirque total. Il y avait une foule qui attendait son exécution. Ils criaient, ils fêtaient. Il y en a d'autres qui manifestaient contre la peine de mort. Bon, ça, il y en a tout le temps. Et il faut juste préciser qu'il y a eu un sursis, dans le fond, de presque 10 ans. Là. Ça aurait dû avoir lieu, dans le fond, son exécution en 85, en théorie. Oui, puis il y a eu 10 ans de plus. Il y a eu 10 ans de plus, à cause des lois à un moment donné qui ont été modifiées là-dessus. Oui. Fait que, dans le fond, en terminant, ce que j'ai vérifié, parce que je voulais savoir si ça t'intéressait, Annick, parce que, tu sais, on a quand même une fascination pour les
pour les tueurs en série, tout ça, c'est que les toiles de John Wayne Gacy sont toujours en vente. OK. Puis tu penses que ça m'intéresse? Écoute, j'ai vérifié, puis je veux pas faire la promotion de ça, mais j'en revenais pas que aussi facilement que par une recherche, là, mettons sur eBay, tu peux en acheter une là, pour à peu près 125 $, puis c'est signé par John Wayne Gacy, puis c'est une originale, là, vraiment qui a produit en prison, puis c'est vraiment très laid. Mais en fait, si ta question était que ça m'intéresse, vraiment pas. Bon, OK, ça sera pas ton cadeau. J'aimerais mieux que ça soit toi, en fait, qui me fasse une toile. Ah, okay. Je serais curieuse de voir qu'est-ce que ça serait, en fait. Okay. Mais, non, t'es pas obligé, John Wayne Gacy, c'est correct. Mais je peux te dessiner un clown, par exemple. Non plus, OK. Bon. Peut-être pas. Il y avait Muriel Millard qui faisait ça au Québec. Tu te souviens-tu de Muriel? Les gens ne se souviennent pas de Muriel Millard. Non, j'ai aucune idée. C'est quelqu'un qui connaît ça. Adam, tu connais ça? Non, mais moi, je connais pas non, mais vous googlerez, là, c'est pour la fin du podcast. Ça? Parce que c'était... Non, c'était important. C'est important de finir sur un point que personne ne comprend. Okay. Non, mais c'était une artiste peintre. Je pense qu'elle est morte. Mais non, mais attends, c'est important. Elle, là, ne peinturait que... Des clowns? Oui, mais mettons des gens connus, mais avec des faces de clowns. C'est weird, ça. Oui, Muriel Millard, vous irez googler ça. Muriel Millard ne peinturait que des gens connus, mais avec des faces de clowns. Moi, ça m'a toujours merci pour beaucoup. Cette information. Oui, mais je trouve ça important de finir les podcasts par une information inutile. OK. Puis, c'est utile quand même. Là, je suis curieux. Je vais peut-être aller voir ça. Oui, tu vas adorer ça. Mais au moins, elle n'a pas tué personne, à ce qu'on sache. Là. OK. Bon. Alors, je pense que c'est tout pour cet épisode de Marc et Popcorn avant de dire plus de niaiseries. Exact. On se retrouve très bientôt. Ben oui.